On risque d'avoir un crack financier, mais en réalité, on pourrait très bien éviter tout ça. On peut très bien re-réguler les marchés financiers. Les grandes étapes de la re-régulation sont bien connues. En France, on sépare les banques de dépôt et de crédit, les banques traditionnelles, les banques où tu vas travailler, des banques de marché qui font de la spéculation sur les marchés financiers. Oui, on remet en place un Glass-Steagall Act, mais on l'a pas fait. Parce que Pierre Moscovici a mis en place en 2013 une fausse loi de séparation bancaire qui a été écrite par BNP Paribas et la Société Générale pour que ça ne sépare pas. BNP et la Société Générale sont allés à Bercy leur expliquer, écoutez les amis, on est un peu plus fort que vous, on vous a écrit la loi. Karine Berger et Pierre Moscovici ont fait passer cette loi qui est une loi scélérate qui fait le contraire de ce qu'elle prétend faire. Donc le préambule de la loi dit il faut séparer, la loi ne sépare pas. Ce qui a été reconnu par Frédéric Oudéa, PDG de la Société Générale, devant le Parlement, devant l'Assemblée nationale, qui a dit les amis, cette loi m'oblige à filialiser c'est pas séparé, 1,5% de mes activités de marché. Et quand il a vu qu'il avait dit une bêtise, il a dit non, c'est pas exactement ce que je voulais dire, mais en fait c'est la réalité. Ça a été dit par Christine Lagarde, elle en est consciente, et j'ai tout à fait confiance dans le fait que le board de la Banque Centrale Européenne essaye de ne pas augmenter trop vite les taux. D'ailleurs, la BCE a augmenté moins vite ses taux que la Fed. De ce point de vue-là, elle est beaucoup plus prudente que la Fed, ça c'est clair. Aussi pour une autre raison, qui est la fragilité des banques de la zone euro. Les banques de la zone euro sont beaucoup plus fragiles que les banques américaines. Et ça, c'est le deuxième volet, c'est le volet dual, si vous voulez, c'est le volet financier de l'impact d'une augmentation des taux. Si vous augmentez les taux, ça vaut aussi pour les prêts bancaires, pas pour l'économie réelle, mais dans la sphère financière. Et là, c'est là que ça devient problématique. C'est là que c'est dangereux. Parce que ça va freiner l'augmentation du prix des actifs financiers. Or, tous les investisseurs qui ont parié là-dessus vont se retrouver dans des situations compliquées si les prix des actifs n'augmentent plus. Et on a un risque à ce moment-là d'avoir ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on appelle un moment de Minsky, c'est-à-dire un moment où les prix cessent d'augmenter, ils commencent à stagner, un certain nombre d'investisseurs commencent à avoir peur, vendent leurs actifs pour récupérer des liquidités, pour rembourser leurs dettes auprès des banques, et ça provoque l'effondrement du prix des actifs, et donc le krach boursier. En les mettant en concurrence les unes contre les autres, ce qu'a fait malheureusement la directive EMIR, les chambres de compensation ont réduit leur marge, ont réduit le coussin, donc l'airbag, et aujourd'hui, si on avait un gros établissement financier qui faisait faillite, les chambres de compensation elles-mêmes feraient probablement faillite. Donc effet domino sur la totalité de la planète. Mais c'est ce qui s'est passé en 2008. Concrètement, ça veut dire qu'il peut y avoir des établissements financiers qui font faillite. Ces établissements financiers, s'ils font faillite, peuvent provoquer eux-mêmes à leur tour la faillite de ce qu'on appelle une chambre de compensation, sur laquelle Denis Robert avait travaillé, Clearstream par exemple, ou Euroclear. Bon, et ces chambres de compensation, en fait, malheureusement, à cause d'une directive européenne aujourd'hui, sont extrêmement fragiles, parce qu'elles ont été mises en compétition les unes par rapport aux autres. Et donc, ces chambres de compensation ont des marges extrêmement faibles pour compenser la faillite d'une des institutions financières qui ferait appel à leurs services. Si une chambre de compensation fait faillite, il y a plein d'autres institutions qui vont être en très très grande difficulté. Donc, si on a un grand krach financier aujourd'hui, on a une réédition de ce qui s'est passé en 2008, probablement en pire, parce que on n'a pas fait grand-chose pour se protéger. Donc en Europe, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait le European Banking Union, l'Union bancaire européenne, sur laquelle j'ai fait un rapport en 2015 pour le Parlement européen, qui montrait que l'Union bancaire européenne ne suffit pas du tout à nous protéger contre une réédition d'un krach de type 2008.